Bienvenue à l'Aquarium Mare Nostrum pour cette nouvelle conférence en compagnie d'une belle institution et d'un beau partenaire qu'est l'Ifremer. Ce soir, nous accueillons pas un, mais trois intervenants. C'est une belle conférence, je le répète, et je vais vous remercier déjà dès le départ, parce que vous venez tous de villes et d'endroits différents. Ça n'a pas toujours été simple de venir ici. Donc je vais commencer donc par les dames, avec Marianne Cambon-Bonavita, qui nous fait l'honneur de venir depuis Brest. Donc merci d'être venue. Vous êtes la chef de l'expédition Because dont on va parler ce soir, et comme on peut le voir ici, on va la revivre tous ensemble ce soir. À votre côté, sur votre côté droit, on va trouver Franck Rosaza, qui est donc le chef pilote du Victor 6000. On verra ce robot tout à l'heure. Et à ma droite à moi, nous avons l'honneur de recevoir Michel Ségonzac, biologiste internationalement reconnu et découvreur d'espèces. Donc ce soir, c'est moi qui vous remercie. Ce soir, on va revivre ensemble l'expédition Because. Et si on a décidé de s'accrocher, de faire parler de cette expédition, c'est parce que dans l'actualité de l'Aquarium Mare Nostrum, depuis le 1er février dernier, on a inauguré une nouvelle exposition qui se nomme, comme vous pouvez le voir ici, Mission Odyssée, et dans laquelle on va immerger le visiteur dans une thématique pleine de perspectives qui est l'exploration des mondes sous-marins. Alors on peut se demander pourquoi faire une exposition de ce type-là, pourquoi l'exploration des mondes sous-marins. Parce qu'en fait, on en est qu'au commencement, on va le voir ce soir, c'est pas moi qui vais vous le raconter, mais on estime qu'il y a près de 95% des océans qui restent encore à explorer. Et on va voir que ce soir, quand on va partir en mission, en fait, on explore une petite part de l'océan et qu'il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Dans cette exposition, vous le voyez ici, c'est juste un petit aperçu, je ne vous ai pas tout mis, il faudra venir nous voir pour le découvrir en intégralité. Mais elle s'articule en fait autour d'une visite où on immerge le visiteur en situation. Vous rentrez, vous pénétrez dans une station sous-marine créée de toutes pièces par l'Aquarium et qui va vous amener au Pacifique Est tropical, dans une profondeur d'environ moins 20, moins 30 mètres, pour découvrir de nombreuses espèces et participer à travers 4 missions qui sont observées, explorer, découvrir et imaginer l'océan, différentes facettes de l'exploration sous-marine. C'est une véritable mise en situation qu'on vous propose de découvrir depuis le 1er février, donc on vous invite à venir nous voir. Et vous pourrez y découvrir, entre autres, la crevassement qu'on voit là-haut, en haut à droite, ou alors les petits Zopistognathes, pas facile à retenir, il faut que je révise un peu plus, que vous pouvez voir en bas à gauche, ou encore les anomalops, ces fameux poissons qui font de la bioluminescence, dont Michel Ségonzac est aussi un spécialiste. Bon. Bon. Mais ce soir, on n'est pas là que pour parler de Mission Odyssée, on va parler de l'exploration du monde sous-marin dans son ensemble et on va parler d'expédition Because. Donc, je vais laisser la parole dans un premier temps à Marianne Cambon-Bonavita, qui est donc la chef d'expédition de la mission Because, qui, au passage, je le rappelle, vient tout juste de se terminer, parce que si je ne dis pas de bêtises, elle a eu lieu il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. 1 mois, voilà. Donc, je vais vous laisser la parole et je vous remercie encore une fois au passage à vous trois d'être venus ce soir de diverses villes. Merci. Merci. Donc bonsoir à tous. Je vais vous parler donc de la mission Because qui a eu lieu sur la ride médio-atlantique entre le 10 janvier et le 11 février de cette année. Donc Because est en fait un acronyme qui veut dire l'étude de la biodiversité, l'étude des interactions entre les espèces des grands fonds. Donc CO, c'était pour connectivité, c'est tout ce qui est dispersion et relation entre les espèces de sites différents. Symbiose, c'est comprendre comment vivent les espèces entre elles en interaction mutuelle. Donc le contexte de l'étude de cette campagne, c'est que la planète Terre devrait s'appeler la planète océan, puisque 70% de la surface de la planète est recouverte d'océans. 79% de la masse d'eau est située à plus de 1000 mètres de fond, c'est-à-dire ça limite réellement l'étude par l'homme, et donc c'est un endroit qui est difficile d'accès, qui nécessite des moyens technologiques importants. Donc c'est un domaine qui est très peu connu jusqu'aujourd'hui, qui est encore très mal connu, mais pas du tout inhabité. On estime aujourd'hui que 1,7 million d'espèces peuplent cet environnement profond, et environ une nouvelle espèce animale ou microbienne est décrite toutes les 2 semaines. Donc en gros, une des estimations au jour d'aujourd'hui, c'est que 80% de la biodiversité mondiale pourrait être représentée par cette masse d'eau, c'est-à-dire 79% à plus de 1000 mètres de fond. Pourtant, l'océan, qu'il soit profond ou non, est déjà fortement impacté par les activités humaines. Donc je vais juste vous passer quelques images qui vont vous parler.
Donc c'est pas en France, mais ça ressemble beaucoup à ce qui se passe sur nos côtes l'été avec les marées vertes, qui ont malheureusement tendance à se développer. Les pollutions d'origine des villes, avec ici en côtier, mais quand on descend un peu plus profond, on retrouve ces pollutions et donc cet impact anthropique, jusqu'aux corons d'eau froide assez profonds. Bien sûr, les accidents maritimes, qui peuvent aussi avoir un impact fort. Une recherche de plus en plus fréquente de pétrole offshore allant de plus en plus loin. On est aujourd'hui jusqu'à des pipelines qui descendent à 3000 mètres, à 4000 mètres de fond aujourd'hui dans l'océan. Et puis, vous en avez peut-être entendu parler cet été. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on veut fabriquer les ordinateurs portables, les téléphones, les écrans et tout ça, on a besoin de métaux et de minerais qu'on trouve de façon de plus en plus rare dans les mines à ciel ouvert sur la planète. Et un nouvel Eldorado pourrait voir le jour dans les grands fonds marins. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, nous, biologistes, on estime qu'on ne connaît pas assez les environnements marins profonds pour laisser faire n'importe quoi. Et on a décidé de monter au niveau international des études des grands fonds marins et des écosystèmes. Donc aujourd'hui, on pense qu'il est urgent de mieux connaître ces environnements profonds afin de pouvoir les protéger pour les générations futures. Donc juste un petit focus sur le rappel du contexte hydrothermal. Donc le contexte hydrothermal, c'est une sorte de volcan sous-marin. Donc ce que vous voyez ici en fait sur l'image, avec une cheminée et puis un panache de gaz qui passe au-dessus. Donc on est à plus de 1000 mètres de fond, ce qui veut dire qu'on est dans un environnement où il n'y a pas de lumière. On est sous pression forcément. D'un point de vue anthropocentrique, on pourrait dire qu'on est dans un milieu hyper toxique, c'est-à-dire qu'on est en présence de concentrations de sulfure, de métaux lourds, de gaz en tout genre, qui sont normalement complètement létaux. C'est un espace qui est un milieu qui est instable tant dans le temps, puisque les sources hydrothermales ont une durée de vie d'une centaine d'années en moyenne, entre 10 et 100 ans, et dans l'espace, puisque les sources hydrothermales sont trouvées que sur des petites zones et espacées parfois de plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres. Et pourtant, ces systèmes foisonnent de vie, avec une vie luxuriante, sans lumière, et elle est donc basée non pas sur la photosynthèse, que vous connaissez avec les plantes en surface sur la planète, donc le soleil qui donne l'énergie pour faire la photosynthèse. Dans les grands fonds marins, passé 100-150 mètres de fond, il n'y a presque plus de lumière, donc encore plus entre 1000 et 4000 mètres de fond. C'est en fait l'énergie chimique qui est libérée par les volcans sous-marins, qui sert d'énergie pour, non pas des plantes, mais des micro-organismes, donc les bactéries entre autres, qui vont synthétiser la matière organique. Et grâce à ces bactéries, toute une faune diverse va se développer, poissons, vers géants, gastéropodes, crevettes et j'en passe. Donc la campagne Bicose a eu lieu donc, sur la ride médio-atlantique, ici, entre l'Europe et les Antilles. Donc les 2 points rouges représentent les 2 sites que nous avons visités. Et pour cela, on a utilisé les moyens océanographiques français avec le navire amiral Pourquoi pas, qui fait 107 mètres de long, et le ROV Victor, qui est le robot téléopéré de l'Ifremer. Donc la campagne Bicose avait 2 espèces emblématiques étudiées. Donc là, en haut, en zoom, la crevette qui s'appelle Rimicaris exoculata, dont Michel vous parlera un peu plus tard, mais comme vous pouvez le voir, elle a une espèce de drôle de tête très très large qui héberge en fait des millions de cellules bactériennes. Et la deuxième espèce modèle que vous voyez ici, c'est une moule en fait qui s'appelle Batiomodiolus, puisqu'elle vit en profondeur, et qui colonise aussi ces environnements. Donc la campagne Bicose, c'était une campagne pluridisciplinaire. Donc déjà, il y a 30 marins pour mettre en œuvre le navire pendant 40 jours. On avait 9 personnes pour le sous-marin, une personne pour les cartes, une personne qui s'est occupée du blog et de la communication, et des scientifiques. Et nous avons étudié en tout 8 domaines différents. Donc d'abord des cartes, puisque les cartes des fonds n'étaient pas connues et que pour plonger avec un sous-marin, c'est quand même pratique de savoir où on va aller. Les études de géologie et de chimie pour comprendre quels sont les processus géologiques dans les fonds marins et quelles sont aussi les compositions des environnements profonds. On a caractérisé l'habitat, c'est-à-dire qu'on cherche à savoir dans quelles conditions vivent les animaux dans les grands fonds. Est-ce qu'il y a de l'oxygène? Oui, un peu, beaucoup. Quelle température? Où est-ce qu'ils sont exactement? Où est-ce qu'ils se développent? On a fait toute une étude en collaboration avec le Muséum d'histoire naturelle pour recenser la biodiversité
qui est finalement très très peu connu, puisqu'à part quelques espèces emblématiques, on s'est rendu compte qu'on connaissait très mal les animaux qui vivent dans ces environnements-là. On a fait des études de microbiologie, donc les symbioses, où on essaye d'étudier les relations entre les micro-organismes et les animaux. On a étudié comment les espèces arrivent à vivre sous pression et comment on peut les remonter sans les tuer. Et enfin, on a étudié tout ce qui est cycle de vie, puisque un des grands challenges dans les grands fonds, c'est qu'on ne connaît pas du tout les cycles de vie des espèces. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où elles se reproduisent, ni à quelle époque, ou est-ce qu'elles reproduisent toute l'année, est-ce qu'elles s'éloignent des sites, puisqu'en fait, pratiquement jamais on trouve de femelles avec des œufs ou des embryons. Donc la zone à caractériser, c'est le rectangle rouge qui est ici. Donc on a commencé à travailler, ça faisait à peu près 20 ans qu'on n'était pas retourné dans ces zones-là avec les moyens français. Donc on a d'abord, ce que je vous disais, fait de la cartographie, c'est-à-dire qu'on a fait du levé de cartes. Et c'est un petit peu comme si on avait mis une paire de lunettes et qu'on était myope. C'est-à-dire qu'avant, on avait des cartes qui étaient comme ça ou comme ça, complètement pixelisées. Et avec les moyens technologiques modernes, on voit la dorsale ici qui fait une espèce de chaîne de montagne avec les reliefs, les volcans. Et c'est un peu comme si on allait se promener nous-mêmes au fond. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a fait un tout petit peu du chemin qui nous reste à faire pour mieux comprendre la zone d'étude, puisque seules les parties un peu plus foncées ici ont pu être étudiées en 30 jours et qu'il reste tout le reste à faire pour les années qui viennent. Donc on est allé avec le bateau et le sous-marin du général au détail. Donc ici, une vue générale de la dorsale médio-atlantique. Et puis, si je zoome sur la zone qu'on a étudiée, donc juste ici au niveau de la faille, donc on a un site ici et l'autre site là. Et puis petit à petit, on va se rapprocher avec les nouveaux moyens. Donc là, c'est avec les levées du bateau. Et puis on prend un détail. Donc ça vous donne l'image de la levée du bateau au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est la qualité d'image qu'on avait en 1990. On a zoomé sur un tout petit morceau ici avec le sous-marin à 50 mètres de fond. Donc on a levé une toute petite zone qui a quand même pris 42 heures. Et dans la petite zone, on a fait des relevés de photos et on voit le détail photo pratiquement jusqu'au caillou. Donc ça permet vraiment d'avoir une caractérisation des habitats et des images. Et on commence enfin à aborder la surface du sol par 3500 mètres de fond, un peu comme ce qu'on peut faire sur la Lune. Mais finalement, on ne le faisait pas. Donc ensuite, le travail des géologues, c'est de faire des relevés de cartes, un petit peu comme vous allez vous balader dans les sentiers. Vous relevez où est-ce qu'il y a des gravillons, du sable, des sédiments. Et là, ils ont fait un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'on observe le fond avec le sous-marin. Et puis, on fait des relevés en fonction de ce qu'on trouve comme type de roche. Donc, dans les zones actives ou dans les zones inactives en périphérie, pour comprendre comment ces zones évoluent. On a aussi travaillé sur la caractérisation de l'environnement chaud. Donc vous avez ici le bras du sous-marin qui prélève dans une seringue une espèce de bouteille avec un piston qui prélève des fluides à 400 degrés, qui permet de voir quelles sont les compositions chimiques de ce que rejettent en fait les volcans sous-marins et qui vont ensuite influencer les animaux. On caractérise ensuite les habitats. Là, on a des systèmes de mesure au plus près des animaux. Donc on met ce qu'on voit des espèces de petites mires là qui nous permet de repérer la taille des animaux, puisqu'avec les caméras vidéo, c'est jamais évident de repérer la taille de ce qu'on observe, vu qu'on peut tout zoomer. Et puis, on fait des mesures de température, de chimie. C'est très important, en fait, d'avoir une caractérisation la plus fine possible du milieu de vie des animaux, puisque si tant est qu'un jour, on avait une exploitation de ces zones-là, on doit essayer de comprendre comment ils vivent pour appréhender comment un changement pourrait les impacter dans leur vie. Ici, c'est la caractérisation des sédiments, puisqu'il y a des zones qui sont sédimentées en périphérie. Donc, on fait des carottes avec le sous-marin. Donc, ce sont juste des tubes qu'on enfonce dans le sédiment. Donc là, vous les voyez en place. Et ensuite, on étudie la diversité microbienne et puis tous les animaux qu'on peut trouver dans les carottes sédimentaires. Donc, la biodiversité dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on est allé faire des relevés de photographie, des mesures de vidéo. On déploie aussi parfois des NAS où on met des appâts en fait, pour récolter des échantillons, ceci afin d'enrichir les collections et de mieux décrire la vie qui existe dans ces grands fonds. Donc je ne vais pas vous lire tous les animaux avec les noms barbares, mais c'est juste pour vous montrer qu'en 40 jours, on a relevé une bonne quarantaine d'espèces différentes. Et encore, c'est uniquement pour les plus grosses qu'on voit à l'œil nu, puisqu'il reste tout un travail de tri à faire avec les loupes binoculaires, voire les microscopes, pour appréhender la diversité.
Donc on a aussi des études de colonisation à long terme, c'est-à-dire qu'on a laissé au fond des supports en bois ou en métal ou en pierre, et on va les laisser ça pendant 2 ans au fond, et ensuite on ira les relever pour voir si on trouve des jeunes larves ou des espèces animales qui auraient colonisé, et ceci dans le but de comprendre comment les espèces se déplacent. Un autre volet qui est étudié, c'est ce qu'on appelle la géomicrobiologie. On essaye de comprendre comment les organismes, les micro-organismes, fabriquent ou détruisent les roches dans les grands fonds. Quels sont les processus qui permettent de réaliser ces synthèses ou ces dégradations. Et dans ces cas-là aussi, comprendre comment toute modification de l'environnement pourrait impacter cette communauté microbienne, puisque, comme je vous l'ai dit au départ, cette communauté microbienne, elle existe par elle-même et pour elle-même, mais elle est aussi le support alimentaire de toute la chaîne au fond. Et donc, comme elle vit grâce à l'environnement minéral et chimique, toute modification de cet environnement impacterait toute la chaîne alimentaire. Donc, qui dit vie à 3500 mètres de fond, dit vie sous pression. Donc, on a aussi travaillé sous pression dans des petites bouteilles qui sont ici, que vous pouvez voir en laboratoire. Donc, on conditionne sur le bateau des échantillons sous pression, que l'on va ensuite étudier au laboratoire de retour à Brest. Donc, sous pression, nous avons aussi des aquariums. Donc, les animaux qu'on remonte sont donc les moules et les crevettes, ont l'avantage de survivre à la décompression, mais en fait, on ne peut pas les garder vivants très longtemps. Donc, si on veut comprendre comment ils se développent, comment ils se reproduisent, quelles sont les limites auxquelles ils peuvent vivre en température ou en conditions chimiques, on a besoin d'aquariums pour les remettre sous pression. Donc, l'aquarium ici s'appelle Hippocampe. Il est de l'Université de Pierre et Marie Curie. Donc, vous avez à l'intérieur un système qui tient la pression et la température, un endoscope avec la lumière, et puis ici une caméra qui permet d'observer derrière le comportement animal. Donc, exactement les mêmes études qu'on peut faire en littoral, on commence enfin à pouvoir les faire en environnement profond, ce qui est assez nouveau, hein, ça fait que quelques années qu'on peut faire ça. Et on peut du coup étudier le comportement, le stress des animaux ou la façon dont ils se comportent. Donc les symbioses, c'est l'étude du rôle des micro-organismes dans la nutrition des animaux. Donc je vous ai dit tout à l'heure la crevette sur laquelle on travaille et qui a une grosse tête et qui est complètement colonisée par des bactéries, comme vous pouvez voir ici ou ici. En fait, on essaye de comprendre comment ces micro-organismes peuvent nourrir les animaux, qui sont jusqu'à 2500 individus au mètre carré et qui ont une activité très importante. Et surtout, quel serait l'impact de modification de l'environnement si on avait une activité anthropique au fond? Est-ce que les micro-organismes pourraient s'adapter et ensuite, est-ce que la faune pourrait s'adapter aussi? Donc un des points importants qui est encore très très peu connu, et c'est sans doute le plus mal connu de toutes les études des grands fonds, ce sont les cycles de vie et la dispersion des espèces. Donc là, c'est juste une illustration très simplifiée des grands courants marins, mais qui montre quand même que normalement, il n'y a pas de barrière physique entre les différents océans. Pourtant, en ce qui concerne la crevette, par exemple, elle ne vit que dans la zone atlantique. Par contre, ce que vous verrez tout à l'heure sur un film, les vers alvinella ne vivent que dans le Pacifique. Et logiquement, ça devrait pouvoir circuler, et ce n'est pas le cas. Donc on essaye de comprendre quelles sont les barrières à dispersion, et puis ensuite comment se passerait la résilience des écosystèmes, c'est-à-dire un retour à la normale d'un écosystème si on avait une modification drastique. Et donc à la campagne Bicose, on a eu la chance de trouver c'est pas la première fois, mais c'est presque la première fois, d'avoir des femelles avec des œufs, et des œufs à différents stades de développement. Et donc, c'était un petit peu un pari au mois de janvier de risquer d'avoir de la mauvaise mère. Mais on a réussi à récolter des femelles avec des œufs. Et donc, on peut enfin commencer à étudier les cycles de reproduction qui, en fait, semblent être saisonniers. C'est-à-dire que la reproduction a lieu en janvier, février, mars et non pas toute l'année, bien qu'on soit à 3500 mètres de fond. Donc, la campagne Bicose, comme je vous l'ai dit, c'était une campagne qui intégrait 8 disciplines scientifiques. Le but étant d'avoir une description la plus fidèle possible de l'écosystème. C'est quelque chose qui est assez compliqué à obtenir, qui demande du temps. Donc là, c'est une campagne et bien sûr, il en faudra plusieurs pour aller jusqu'au bout de nos études. Donc au cours de cette campagne, on a aussi fait ce qu'on a appelé la nuit des abysses, c'est-à-dire un lien entre le bateau, Brest et Paris, qui doit toujours être sur le site d'ailleurs, et dont vous parlera le film tout à l'heure.
Et puis si vous êtes intéressé de regarder ce qu'on a pu faire sur la campagne, on a un blog qui est toujours en route, avec comme mot de la fin que mieux comprendre, ce sera mieux protéger. Merci. Bon, merci, bravo. On va donc donner la parole maintenant à Michel Ségonzac et Franck Rosaza interviendra juste après. D'accord, merci. Merci de nous avoir invités. Et première diapo. Ah, c'est toi, merci. Bon, c'est juste pour illustrer. Alors, ici, c'est un peu un résumé d'une conférence que je fais habituellement sur la biodiversité marine. Donc ça, c'est quelques images pour illustrer un petit peu ce qu'on peut voir dans les grands fonds. Alors, cette image a été, je l'ai trouvée sur Internet, elle est tout à fait remarquable. Bon, vous retrouvez un petit peu le schéma que vous a montré Marianne, mais avec cette accentuation du relief de la montagne sous-marine de l'Atlantique sur laquelle on a travaillé. Alors, un petit peu d'histoire pour expliquer comment on est arrivé à explorer le profond. À partir c'est vers le milieu, jusqu'au milieu du 19e siècle, les savants pensaient qu'il n'y avait pas de vie au-dessous de 600 mètres de profondeur. Pourquoi ? Manque d'oxygène, manque de lumière, le froid, etc. Et puis il a fallu attendre les premiers, quand on a déposé des câbles télégraphiques entre notamment la Sardaigne et l'Algérie, où au moment où on a relevé ces câbles pour les restaurer ou les réparer, là on s'est aperçu que ces câbles qui étaient déposés à 2000 mètres de profondeur, on avait dessus des vers, des anémones, des coraux. Donc là, on avait déjà une preuve que la vie était possible à 2000 mètres de profondeur. Ensuite, c'est le début, l'ère des grandes campagnes océanographiques, notamment la campagne du Challenger anglais, qui est parti pendant plus de 4 ans explorer le monde, enfin tous les océans, et qui ont ramené des milliers d'espèces qu'ils avaient trouvées jusqu'à 4000 mètres de profondeur. Le plus près de chez nous, le prince Albert Ier de Monaco avait 2 goélettes aussi, qui a fait beaucoup d'explorations profondes, et il a eu le record de l'animal le plus profond du monde à 6000 mètres. C'était un poisson qu'il avait capturé, et ça a été un record qu'il a conservé pendant longtemps. Puis l'ère des records, en 1960, c'est le Trieste avec le fameux Picard qui atteint cette fosse des Mariannes, la plus profonde de la planète, à près de 11 000 mètres. Puis alors en France, il y a eu la création par De Gaulle du centre de ce qui était l'Ifremer, le CNEXO qui est aujourd'hui l'Ifremer. Et à partir de là, il y a eu la création d'un département et où on a démarré les premières missions profondes dans le golfe de Gascogne jusqu'à 4000, 4500 mètres de profondeur. Voilà un petit peu l'histoire résumée. Alors on ne va pas faire la liste de tous les animaux qu'on est censé trouver. Là, c'est juste les animaux profonds. C'est-à-dire qu'au-dessous de, mettons, 500 mètres, il n'y a plus de lumière. Et les moyens de communication des animaux, là-bas, ce sera la bioluminescence. Ça, c'est très important de comprendre que ces animaux, sans lumière, ne communiquent que par la lumière, la bioluminescence, c'est-à-dire une lumière qui est émise par des réactions chimiques dues à des bactéries spécialisées. Donc, les moyens d'observation profonde, je vais passer la parole à Franck, qui connaît les sous-marins. Donc aujourd'hui, on dispose de deux types d'interventions profondes. Donc il a l'intervention habitée et l'intervention par robot téléopéré, comme celui que nous avons utilisé à la mission BICOS. Donc chaque type d'intervention présente des avantages et des inconvénients. Donc dans un premier temps, je vous parlerai de l'intervention habitée avec le Nautil, puis on parlera de l'intervention avec robot téléopéré. Donc bon, un des avantages, bien évidemment, de l'intervention habitée, c'est que le scientifique que l'on embarque avec nous a une vision réelle des situations sur le fond, donc à travers le hublot. Et donc cette qualité d'observation, il n'y aura jamais aucune caméra au monde qui remplacera l'œil humain sur l'observation à travers le hublot. Donc il y a une qualité, une rapidité d'analyse et d'observation dans un sous-marin habité que l'on n'obtiendra pas au travers d'une caméra sur un ROV.
Ensuite, l'avantage d'un engin tel que le Nautil, c'est une grosse capacité d'emport, c'est-à-dire le moyen de récolter, notamment en exploration, une grosse quantité d'échantillons ou de déplacer de gros équipements sur le fond. On a également une vitesse de déplacement et de montée-descente qui sera plus rapide que le déploiement d'un robot. Donc voilà en gros les avantages. Bon, bien entendu, l'inconvénient, c'est que il n'y a que 3 personnes à l'intérieur, donc un seul scientifique. Et ça veut dire que donc, il n'y a pas, au moment de la plongée et sur les scènes de prélèvement, donc on ne peut pas avoir l'avis d'une communauté scientifique. Donc ça demande des préparations de plongée beaucoup plus précises et bien sûr une autonomie de plongée, puisque le sous-marin est autonome sur batterie. Donc on a une autonomie de plongée sur le fond de 5 à 6 heures. Donc il faut placer les objectifs de plongée dans une durée définie, alors que sur les robots, l'énergie vient du navire support. Et donc, on n'a pas réellement de limite de temps. Donc voilà le gros avantage de la plongée habitée. Donc rapidement, les caractéristiques du sous-marin Nautil. Donc il est déployé à partir de 2 navires support de l'Ifremer. C'est un gros engin, c'est-à-dire un gros engin à déployer. Il fait 18 tonnes, donc on ne peut pas l'installer et le déployer à partir de n'importe quel navire de surface. Donc à l'Ifremer, il y a 2 navires, le Pourquoi pas et la Talente, qui sont capables de le déployer. Je vous parlais donc de l'autonomie sur le fond, qui est de 5 à 6 heures, indépendamment de l'immersion à laquelle on plonge. Pourquoi ? Parce que le principe de descente, quelle que soit l'immersion, on n'utilise pas d'énergie. On descend par gravité, c'est-à-dire que le sous-marin est chargé tous les jours avec une tonne de grenaille, et on se laisse tomber sur le fond. Et donc sans énergie, c'est ce qui permet de conserver l'autonomie sur le fond indépendamment de l'immersion, puisqu'on n'utilisera pas d'énergie pour descendre ni pour remonter. Donc 3 personnes à l'intérieur, un pilote, un copilote et un observateur. Donc là, c'est une image. Donc le déploiement, et vous le verrez tout à l'heure peut-être sur un film, c'est quand même quelque chose d'assez spectaculaire, parce qu'on déploie à la mer donc un engin de 18 tonnes, soumis au mouvement de plateforme du navire, et qui nécessite aussi l'intervention de plongeurs hyperbares. Alors qu'un robot, la plupart du temps, est mis à l'eau de façon autonome par les grues du bateau. Là, on distingue sur la photo un des plongeurs sur le dessus qui est là pour libérer l'engin. Et on ne les voit pas là, mais sous l'eau, il y a également 2 plongeurs hyperbares. Donc là, un petit schéma qui est intéressant pour réaliser en fait que la sphère habitée est une sphère de 2,10 m. Et donc, malgré l'aspect, le sous-marin fait 8 mètres de long et est entièrement caréné, mais en réalité, la partie habitée se concentre sur l'avant dans une sphère. Donc, on le voit bien sur le schéma. La position des 3 personnes, la personne qui est assise sur l'arrière, donc ça, c'est le copilote qui, en fait, gère tous les équipements dans la sphère. Le pilote et le passager sont couchés de part et d'autre des pieds du copilote, à plat ventre. On va le voir sur une photo un peu plus loin. Et donc couché à plat ventre avec le visage donc, contre les hublots. Et ensuite, le reste du sous-marin donc, est constitué des équipements nécessaires à l'utilisation du sous-marin. Mais la partie habitée se concentre sur l'avant dans une sphère de 2 mètres de diamètre. Donc là, voilà une photo prise de l'intérieur. Donc on distingue sur la droite l'extrémité d'une bannette, la partie où est allongé le passager, donc c'est sur la droite, à plat ventre, et donc le menton se pose sur le hublot, voilà, ici. Le pilote a la même position à gauche, parallèle au passager, et le copilote est sur l'arrière. Donc on comprend bien pourquoi. Donc il n'y a que le copilote qui peut gérer l'ensemble des équipements à l'intérieur, puisque le pilote et le passager, eux, sont à plat ventre et regardent à l'extérieur. Les organes de pilotage sont en fait sous la bannette, c'est-à-dire qu'on pilote en aveugle, on ne voit pas nos mains quand on pilote, tout se situe sous les bannettes. Le 3e hublot est destiné uniquement à de l'observation dans des situations un peu particulières, lorsqu'on est le long d'une falaise. Donc personne n'est en permanence collé sur le hublot central, c'est un hublot de sécurité. Donc là, le sous-marin, la photo est prise sous l'eau avant la prise de plongée. Donc le sous-marin est maintenu en surface par un système de ballast classique.
Et donc on voit là un des plongeurs réaliser les dernières opérations de checklist avant que le sous-marin prenne la plongée. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'on ne met pas, enfin surtout un sous-marin habité, la préparation d'une plongée remonte quasiment à la journée J-1. C'est-à-dire que le pilote qui va effectuer la plongée prépare la stratégie et les tactiques de prélèvement la veille avec la chef de mission. Une fois que la stratégie de plongée est élaborée, ensuite le pilote se prépare quasiment jusqu'au lendemain sur la chronologie de tout ce qu'il va faire sur le fond, parce qu'encore une fois, le chronomètre tourne au fond, il y a 6 heures pour réaliser des objectifs, donc on ne peut pas improviser au fond, sauf nécessité, mais sinon il n'y a pas d'improvisation. Tous les mouvements de bras ont été répétés dans la tête du pilote, il sait exactement la chronologie des mouvements qu'il va faire et la façon dont il va manipuler les différents objets. Ensuite, le matin, en début de matinée, il y a une première checklist qui se fait sur le pont du bateau, c'est le copilote qui la réalise, et ensuite seulement, vers 10 heures à peu près, le sous-marin est mis à l'eau pour ensuite effectuer une dernière checklist et enfin la prise de plongée qui se fait dans la foulée. Donc là, c'est une des photos du fond. Alors j'ai fait passer celle-là parce que ça représente un petit peu des plongées entre guillemets extraordinaires, c'est-à-dire en dehors de la vocation scientifique des plongées, on est occasionnellement réquisitionné pour des interventions sur des épaves, sur des accidents ou sur des événements hors scientifiques, simplement parce que l'intervention nécessite une immersion profonde et donc c'est les seuls moyens possibles. Donc là, ça c'est une photo de l'aileron tribord du Prestige, donc, qui avait fait naufrage en 2002 au large de la Galice. Donc, donc on le voit sur l'écran, c'est une intervention à 3500 mètres et donc c'est les environnements les plus risqués pour les plongées habitées. Parce que on n'a à aucun moment une vision globale, puisque le sous-marin éclaire peut-être une vingtaine de mètres devant. Et donc, quand on imagine le rapport de taille qu'il peut y avoir entre un pétrolier de 300 mètres et un sous-marin de 8 mètres de long qui éclaire 20 mètres devant, c'est des environnements à haut risque pour le pilotage en engin habité. Sachant que en cas de problème, c'est très compliqué. C'est peut-être plus compliqué d'aller chercher un sous-marin habité au fond que de faire un sauvetage dans l'espace. Les moyens d'intervention pour venir effectuer un sauvetage sont extrêmement compliqués, sans parler du fait de l'autonomie de toute façon qui n'est pas sans fin. De toute façon à l'intérieur, on a 3 jours d'autonomie de survie en oxygène. Donc voilà, les plongées sur épave existent, mais ça reste des plongées à risque. Donc ça, c'est une des manips de récupération. Donc quand le sous-marin revient en surface, pour le remettre à bord, ça nécessite encore une fois l'intervention de plongeurs. Bon là, on voit une météo qui n'est pas très agréable et c'est un moment aussi un peu critique, la remise à bord de par la masse et le fait qu'il y ait des personnes à l'intérieur. Il y a la nécessité d'avoir qu'on n'a pas sur des robots des personnes à l'eau. Voilà, donc là on arrive sur un engin à câble, donc c'est une photo prise pendant la mission Because. Donc l'avantage d'un robot, comme je disais tout à l'heure, c'est que le pilotage se fait sur le pont, qu'on dispose de toute l'équipe scientifique pour pouvoir éventuellement adapter ou corriger l'objectif de la plongée. L'engin peut rester sur le fond normalement sans limite de temps, puisque l'énergie vient du navire. L'inconvénient majeur d'un robot, c'est que justement, on a un fil à la patte avec le bateau. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut se déplacer sur le fond, contrairement à un engin autonome, il faut déplacer le bateau, l'engin. On peut avoir jusqu'à 8000 mètres de câble dans l'eau si c'est une plongée profonde. Donc, on imagine la cinématique de tout cet ensemble. Lorsqu'on décide de se déplacer, c'est très lent et il faut énormément d'anticipation si on veut obtenir un rendement efficace. Donc là, on devine sur l'avant du robot, de la même manière que sur le Nautile, on a deux bras de manipulation. Et dans le milieu, on voit la caméra donc, qui est à la fois l'œil du pilote, mais qui sera également l'œil du scientifique au moment des choix de prélèvement. Et c'est ce qui fait qu'on a, dans les timings, en général, toutes les manips sont un peu plus longues, puisque on doit se partager l'œil de l'engin. Donc, là, on a une photo du poste de pilotage qui est à bord du navire.
Donc il y a un certain nombre d'écrans pour avoir une vision, pour que le pilote ait une vision panoramique et surtout un maximum de vues avec différentes caméras pour essayer de reproduire au mieux une vision en 3D que de toute façon on n'aura pas. Ça sera sur des écrans plans, mais avoir différentes prises de vue pour optimiser les temps de manipulation. Voilà, et pour finir, donc ça c'est un petit engin, enfin c'est un petit robot que l'on déploie à partir du Nautile sur le fond pour l'envoyer à l'intérieur d'épave à des endroits où le Nautile ne peut pas accéder ou bon, pour des raisons de place ou de risque. Donc là on le voit sur l'étrave du Prestige et il a été utilisé également sur le Titanic pour rentrer dans des salles et faire des prises de vue où le Nautile n'aurait pas pu aller. Merci, on va vous remercier. On va tout de suite redonner la parole à Michel Ségonzac sur Drôles d'animaux. On revient en arrière. Non, je rajouterai un petit détail sur les incommodités des plongées habitées. Parce que quand on commence à plonger, il fait toujours très chaud. Et au fur et à mesure que le sous-marin descend, quand on est à 3500 mètres de profondeur, par exemple, l'eau de mer est à 2-3 degrés et la température intérieure diminue beaucoup. Et là, il faut toujours penser à se couvrir, mettre des bonnets, des chaussettes, etc. Bon, je ne parlerai pas d'une autre incommodité qui est celle des toilettes. Non, je dis ça parce que c'est souvent les enfants qui me posent la question. Et les toilettes ? Bon, les toilettes, puisque vous voulez le savoir, oui, merci. Il y a pour chaque plongeur, il y a une bouteille, comme vous avez des bouteilles à l'hôpital, quoi. Alors l'anecdote, c'est que, bon, c'est pas très commode, mais enfin, oui, comme on disait tout à l'heure, quand on plonge pour la première fois, il est certain que pendant au moins, peut-être pas 48 heures, mais 24 heures, on évite de boire le café, de la bière, du thé, du Coca-Cola, etc. Mais je ne sais pas ce qui se passe, malgré ça, la physiologie, on a envie de faire pipi naturellement. Alors les premières heures, ça va. Pendant 5 heures au fond, on est fasciné par ce qu'on voit, par tout ce qu'il y a à faire. On va en faire le maximum. Et lorsque tout est terminé, là, on se relâche et il reste 1h30 de remontée avec le froid, et là, ça devient terrible. Et là, ce qui est amusant, c'est qu'à bord, ceux qui nous attendent, d'abord, quand c'est la première plongée, il y a ce qu'on appelle un baptême, c'est-à-dire le jeune plongeur qui vient de plonger reçoit, quand il est sorti du sous-marin, évidemment, des tas de cochonneries. Ça peut être des pâtes, des œufs, du marc de café, etc. C'est le baptême Mais en général, il n'est pas long parce que là, il file aux toilettes tout de suite. Ça, on repère vite celui qui n'a pas... Alors, dernière anecdote là-dessus, j'y tiens, si. Quand j'étais avec des géologues, au milieu de l'Atlantique aussi, il y a une campagne internationale. Il y avait une géologue, une célèbre géologue, Meg Taivey, je me souviens, qui, alors qu'on venait d'installer tout l'équipement dans les labos, vient me trouver. Alors comme j'étais là pour récolter des animaux avec différents types de bocaux, des animaux qu'on met au formol, à l'alcool, etc. Elle vient me voir, elle me dit « Michel, tu n'aurais pas un récipient à me prêter là ?» Bon, je dis « Si, prends ce que tu veux. » Parce qu'elle me dit « Tu comprends, dans le sous-marin, là, ce qu'il y a pour faire pipi, c'est pas terrible. » Alors elle a pris un bocal avec un couvercle comme ça, et voilà. Et ça, il n'y a qu'une Américaine qui aurait pu dire ça. Ah, parce que moi, je n'ai jamais demandé aux Français comment elles faisaient, mais enfin, les Américaines, Bon. Donc, on continue. Cette diapo, la précédente, c'était le noir. Pourquoi ? Pour vous immerger, pour vous donner l'impression d'être dans le sous-marin. Il faut savoir qu'à partir de 400, moi, j'avais vu une fois qu'à partir de 500 mètres, l'œil humain, on ne voyait plus le moindre photon. Enfin, le mien, en tout cas. Alors, première rencontre dans un milieu relativement peu profond, quelques centaines de mètres, 600, 900 mètres, 1000 mètres, on peut avoir ce genre d'animaux. Ce sont des poissons. Alors, ils sont assez effrayants, mais en réalité, on ne met jamais l'échelle parce qu'en fait, ils ne sont pas très gros, quoi. Ils font 30, 40 cm de long. Alors, on remarque quand même de drôles de gueule, là, comme ce poisson à gauche, là, qui a des dents démesurées. On peut se demander comment l'évolution a pu sélectionner une espèce pareille avec des dents démesurées.
Parce qu'il faut bien qu'il calcule son coût lorsqu'il va prendre une proie, parce qu'il faut qu'elle soit, si elle est trop grosse, il faudra qu'il calcule son coût de façon à ce qu'elle ne soit pas trop grosse, parce que sinon il ne pourra ni l'avaler ni la recracher, et il peut mourir avec. Ce sont des pêcheurs qui ont relevé quelquefois des poissons comme ça. Comme quoi, il ne faut pas avoir les dents trop longues quelquefois, quoi. Ça peut être dangereux. L'autre poisson est encore plus curieux. On peut reconnaître une forme de baudroie, vous savez, ces sortes de poissons lanternes avec un leurre qu'on voit au-dessus du front. Et ça, c'est une femelle alors, qui peut faire 30 cm de diamètre à peu près. Et le mâle a à peu près la même forme, sauf que tout jeune, il va, enfin tout jeune, non, peut-être adulte, mais il reste toujours très petit. Il va chercher des femelles et puis, ça c'est une stratégie aussi de reproduction. Dans le noir, comme il n'est pas sûr d'avoir beaucoup de chances de trouver une femelle, quand il en trouve une, il va la mordre et il ne va plus la lâcher de toute sa vie. Il va rester accroché à la femelle toute sa vie, de telle sorte que le système circulatoire va devenir celui de la femelle, il va se nourrir comme ça. Il va même perdre sa forme, ça sera une sorte de verrue informe. Et il sera là, ce sera une paire de gonades, il sera là que pour un petit coup de temps en temps, voilà, à la saison. Le plus drôle, enfin je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est que d'autres mâles peuvent aussi rencontrer cette femelle sans savoir qu'elle est occupée. Et il va s'accrocher aussi. Et c'est comme ça qu'on a eu trouvé des femelles, les collègues néo-zélandais, d'ailleurs la photo était sur Internet jusqu'à il n'y a pas longtemps. Il y avait une femelle qui avait 7 mâles accrochés. Et oui, il y a des hauts, hein, c'est vrai qu'il y a des fois il y a de l'abus. Dont un entre les deux yeux. On voit des fois la force du regard, quoi. Voilà. L'évolution des mâles parasites de femelles. Tu en connais? Ah oui, bon, écoute. Ce sera l'objet d'une autre conférence. Ouais. Suivant. Bon, plus agréable, plus sympathique, peut-être, ce sont ces poulpes. Alors là aussi, on ne le voit pas très bien, mais il y a une évolution sur celui d'en haut à gauche, où là, les tentacules ont disparu, entre guillemets, et sont remplacés par des organes lumineux, quoi. Un autre jeune calmar, en bas, où là, on voit beaucoup plus de points lumineux, ce sont des photophores, qui non seulement peuvent varier la lumière, mais aussi sont articulés, ce qui fait que ça peut donner une gamme de couleurs extraordinaires. Et alors, à quoi sert cette bioluminescence? Elle a 3 fonctions. Elle sera d'abord, elles peuvent attirer des proies, attirer également des partenaires, bien sûr, mais également se cacher de prédateurs. Donc, vous voyez, la difficulté dans le noir, c'est trouver un partenaire, coucou, me voilà, mais derrière, il y a peut-être un prédateur. Donc, voilà l'intérêt de cette bioluminescence très importante chez ces animaux suivants. Alors là, on arrive à une plaine abyssale, c'est-à-dire on est à, mettons, 4000, 5000 mètres de profondeur. Quelques animaux qui ressemblent un petit peu à ceux que vous connaissez déjà, hein, sauf en bas à droite, à gauche, pardon, c'est un amphipode. Ça ressemble un petit peu à ces puces de mer que vous avez sur le sable à marée basse qui sautille un peu partout. À droite, un animal assez remarquable. Je ne sais pas si vous reconnaissez un petit peu un animal que vous pouvez avoir chez vous, dans les endroits où vous ne passez pas l'aspirateur souvent. Là. Des cloportes. Des cloportes qui font 1 centimètre de haut. Ben c'est un peu la même famille, sauf que celui-là, qui vit à 900 mètres de profondeur dans le golfe du Mexique, par exemple, peut faire 40 cm de long. Heureusement qu'on n'a pas ça dans les habitations. Et alors, chose curieuse que je ne savais pas, il y a un spécimen qui est exposé ici, qui ne fait pas 40 cm de long, mais qui provient du golfe de Gascogne, du Mexique. Et c'est assez étonnant de voir que des animaux qui sont habitués à vivre à 900 mètres de profondeur peuvent vivre ici en aquarium. Alors, un chiffre à retenir, c'est la biomasse. Qu'est-ce que la biomasse? C'est si on prend 1 mètre carré de sédiments au fond et qu'on trie tous les animaux, on va peser cette matière vivante et on va trouver de 1 à 10 grammes de matière vivante au mètre carré. Retenez ces chiffres, c'est intéressant pour plus tard.
D'autres animaux particuliers, à gauche, c'est une anémone de mer, mais pendant très longtemps, je voyais ça sur des films, je ne voyais vraiment pas ce que ça pouvait être, parce qu'il faut bien savoir qu'on ne peut connaître un animal que si on l'a prélevé. On ne peut pas déterminer à partir d'une photo. En bas à droite, ça illustre ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire que si on ne se méfie pas, on va dire qu'il s'agit d'une plante ou d'un végétal, d'une fleur. Pas du tout, c'est une sorte d'anémone de mer qui est sur un pied. Et encore plus original, alors, c'est cet ensemble de boules que vous voyez sur les films, surtout sur des films de géologues, sans savoir ce que c'était. C'est quand même assez haut, 40 cm de haut, et qui est resté dans les tiroirs pendant des années, jusqu'à ce qu'un jour, des géologues en prélèvent un exemplaire. Et j'avais appelé ça lampadaire à l'époque, faute de mieux, quoi. Ben, il s'est révélé que c'était une éponge, mais une éponge particulière, une éponge carnivore. Alors juste un mot pour vous expliquer comment elle fonctionne. Si on a un petit animal qui se pose sur un petit ver ou un petit crustacé sur une des boules, il faut savoir que cette boule est formée d'un tégument qui, observé au microscope électronique, est un entrelac de ces spicules que vous voyez là. Très acéré, très aigu. Ça fait un peu comme une bande de velcro, c'est-à-dire que l'animal va s'accrocher. Et à partir de là, toutes les cellules de la boule, en quelque sorte, vont migrer vers la proie, vont la digérer, et puis vont reprendre la place. Voilà, c'est une éponge carnivore. À déconseiller comme éponge de salle de bain, quoi. Alors là, on repasse dans les... ça, ce sont les communautés hydrothermales, donc, que vous connaissez maintenant, avec en haut à gauche... l'animal un petit peu fétiche de la dorsale de l'Est Pacifique, au large des Galapagos. Là, on est à 2500 mètres de profondeur. Et ça, c'est un ver géant qu'on n'avait jamais observé avant, qui peut faire jusqu'à 1,30 m de long, dans des tubes qui peuvent dépasser 2 mètres. Et c'est un ver qui est la caractéristique de n'avoir ni bouche, ni anus, ni tube digestif. C'est un sac clos. Et un symbole de symbiose dont a parlé Marianne tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont par les branchies, l'animal va capter le gaz carbonique et les sulfures contenus dans le fluide hydrothermal et va nourrir l'intérieur de son petit corps une quantité énorme de bactéries, lesquelles bactéries vont synthétiser des protéines, les premiers sucres dont le ver a besoin pour vivre, pour se nourrir, pour se reproduire, etc. À gauche, vous reconnaissez les crevettes qu'on a vues tout à l'heure. Et juste quelques mots sur... alors ici, ce sont des palourdes géantes qui peuvent faire jusqu'à 30 cm de long. Et vous voyez, il n'y en a pas souvent le long de ces montagnes, mais quand il y en a des quantités incroyables. Et là, c'est juste... oui, alors voilà. Quand je vous dis de retenir le chiffre de la biomasse abyssale, qui est de 1 à 10 grammes au mètre carré. Ici, on a de 40 à 60 kilos de matière vivante au mètre carré. Alors, quand les scientifiques ont vu ça en 1977, pour la première fois, ils n'ont rien compris parce que pour eux, le schéma classique de comment les animaux abyssaux pouvaient vivre au fond, ils ne pouvaient vivre qu'avec ce qui tombait de la surface, c'est-à-dire des pelotes fécales, des cadavres, etc. Et c'est pour ça qu'il y a, plus on était plus profond, moins il y avait de matière vivante. Et là, on se retrouve à 2500 mètres de profondeur, une profondeur abyssale, et là, il fallait revoir la copie parce qu'ils avaient tout faux. Et c'est là qu'on a compris rapidement qu'à la base de la chaîne alimentaire, il y avait ces bactéries, ces fameuses bactéries, qui expliquent toute la chaîne alimentaire. Bon, quelques mots sur cette fameuse crevette qui a une drôle de tête, comme l'a dit Marianne. Pourquoi? Parce qu'elle a des pièces buccales anormalement développées. Et tout se passe comme si l'évolution avait voulu favoriser l'implantation un petit peu des soies que les autres crevettes n'ont pas. Et sur ces soies se développe une population bactérienne énorme. Ça forme comme une moquette, comme un tapis. Alors, quel est le rôle de ces bactéries? Ça, Marianne, on l'a étudié au cours de la mission Bicose. On pense qu'il y a en partie qu'elles entrent dans la nourriture de la crevette, mais en partie aussi qu'elles peuvent détoxifier ce milieu très toxique dans lequel elles vivent.
Enfin, si tu m'arrêtes, hein, si bon, je ne sais jamais, là, spécialiste, là, alors il faut se méfier. Suivante. Alors, y a-t-il des grands monstres dans les fonds abyssaux? Parce que quand de ces milieux qui sont obscurs, mystérieux, froids, noirs, on imagine toujours le pire. En fait, non, on n'en a pas vu jusqu'à présent, il faut dire. Hein. Moi, personnellement, avec un collègue de Franck qui était pilote, on a capturé un céphalopode, un poulpe, mais qui faisait 1,30 m de long. Voilà, c'est tout. On a eu du mal d'ailleurs. Mais dans les petites dimensions, on a des animaux qui peuvent être considérés comme des monstres par les proies, comme ces vers qu'on voit, dont on voit la bouche en bas à gauche, et vu au microscope électronique. Il faut dire que le microscope électronique est un instrument fantastique. Quand on rentre là, on ne voudrait plus en sortir, quoi. C'est une merveille à chaque observation qu'on fait. Bon, suivante. Alors, pour terminer, au moins les diapos, quelques mots d'une découverte, puisque j'ai eu la chance de découvrir un animal particulièrement spectaculaire lors d'une mission américaine au sud de l'île de Pâques, à 1500 km au sud de l'île de Pâques. Profondeur assez moyenne, enfin 2300 mètres de profondeur. C'est la fameuse, bien connue, Galatée Yeti. Galatée Yeti, alors voilà, ça c'est sûr que c'était... j'avais vu cet animal par le hublot lors de la première mission. J'étais avec une collègue américaine qui, elle, plongeait pour observer et recueillir des moules. Donc, elle voyait bien l'intérêt de cet animal que j'avais vu par le hublot, parce que je disais que c'est la première fois qu'on voyait un animal comme ça et qu'il fallait à tout prix le récolter. Mais la priorité était, moi j'étais invité, la priorité était pour ma collègue. Alors, je signale quand même l'intérêt de cet animal au pilote américain, forcément. Moi, avec mon anglais rural, il n'a pas dû me comprendre. Il me répond, je ne comprends rien à ce qu'il dit. Et la plongée se passe comme ça. Et avant de remonter, en général, avant l'ordre que le bateau donne de remonter, le sous-marin reste au fond un petit moment, quoi. Mais là, contrairement à ce qui se passe dans les sous-marins français, il y a un seul pilote qui fait tout. Navigation, mais devant un hublot, ce qui fait que les deux scientifiques ne voient pas ce que fait le pilote. Bref, donc le sous-marin remonte, et après la plongée, il y a une réunion pour expliquer aux camarades ce qu'on a vu, pour préparer la plongée d'après. Et là, lorsqu'il rentre dans la salle de réunion, il apporte un plateau avec cet animal. Et là, l'émotion était forte, parce que c'était effectivement un animal qui n'avait jamais été vu, ni par moi, ni par d'autres équipes scientifiques qui plongeaient, aussi bien les Russes que les Américains ou les Japonais, dans ce contexte-là. Alors, quelques mots pour dire, quand on est devant un animal comme ça, on va lui donner un nom. Pas un nom pour le classer dans la classification des animaux. Donc on va commencer par... Bon, on voit tout de suite que c'est un crustacé, là, il n'y a pas de problème. On va compter le nombre de pattes, et on va compter 10 pattes. 10 pattes, décapodes. Donc c'est un crustacé décapode. Et on va voir que la 5e paire de pattes, qui est à l'arrière, on ne la voit pas. Elle est sous l'abdomen. Et ça c'est la caractéristique d'un groupe de crustacés décapodes qu'on appelle des anomoures. Ça ne vous dit rien, mais par contre, vous connaissez l'araignée de mer, le bernard l'ermite, le pagure, ils font partie de ce groupe-là. Et bien, cet animal, comme les galatées, vous savez, dans les lots de langoustines, vous voyez quelquefois des petits crustacés plats, c'est le groupe des galatées. Sauf que celle-là, après description, alors une fois qu'on a décrit, elle est aveugle, c'est un animal aveugle, et après description par un spécialiste, un collègue espagnol, il s'est avéré que c'était une famille nouvelle. Ce n'était pas une espèce ni un genre, c'était une famille nouvelle. Famille nouvelle confirmée par la génétique. C'était très important aussi. La génétique a confirmé que ça faisait partie des anomoures, mais que c'était une famille nouvelle. Alors pourquoi Galatée Yeti? Parce qu'il fallait donner un nom un peu mythique, un peu accrocheur à cet animal avec ses longs poils blancs. Sa démarche aussi, sa démarche qui était un peu comme le Yeti, comme pour autant qu'on ait vu un Yeti marcher. Bon,
D'accord, il faut rêver un peu. Et ensuite, on donne un nom latin. Alors, donner un nom latin, je voulais rendre hommage à l'île de Pâques qu'on avait visitée à cette occasion et qui est vraiment une île exceptionnelle, fascinante, comme vous le savez. Et dans la mythologie polynésienne de l'île de Pâques, Kiwa, c'est la déesse des crustacés, donc ça lui allait parfaitement bien, ça sonnait bien. Hirsuta, ça ne passe d'explication. Voilà. Alors cet animal a eu un impact médiatique extraordinaire qu'on ne comprend pas. Toutes les radios, les journaux les plus célèbres, la BBC, CNN, etc., en ont parlé. Et j'ai même vu une fois sur Internet un patron, vous savez, mode des travaux, vous connaissez, en pointillé pour faire une peluche comme ça. Et là, en bas à droite, c'était à l'occasion d'un colloque à Londres où ils m'ont fait la surprise de une collègue déguisée en Galatée géante à côté. Bon. Et puis, diapo suivante. Alors là, c'est parmi les publications qu'on a vues, il y a eu celle-là que j'ai relevée, qui est un phénomène, qui est un exemple de convergence adaptative. Voilà. Jusqu'où va se cacher la convergence. Suivante. Voilà. Alors, l'explication, on l'a cherchée. Parce que bon, c'était très impressionnant de découvrir un tel animal, c'est sûr, mais quelques années une vingtaine d'années avant, lorsque j'étais sur le Snake Pit, c'est-à-dire le site sur lequel on était à la mission Because, où je suis revenu donc 25 ans après, à cette époque-là, j'avais mis une nasse, et dans cette nasse, à 3600 mètres de profondeur, il y avait cette langoustine. Magnifique, cette couleur, c'était la langoustine la plus profonde du monde, c'était quand même un record. Et bien là, il n'y a personne accroché, aucun journaliste a accroché. Alors moi, le seul truc que je trouve, c'est que je pense qu'elle n'avait pas un poil sur le caillou, alors c'est passé. Voilà. Comme quoi, le poil, c'est la peluche, c'est le nounours, c'est le côté fleur bleue de l'enfance, sécurité, etc. Bon, j'arrête. Bon. Juste une diapo pour vous montrer, pour rappeler, parce qu'on en a parlé, que des espèces marines connues, on estime à peu près à 250 000 par rapport aux espèces terrestres, où forcément il y en a davantage, mais les moyens d'observation, d'études sont quand même plus difficiles dans le milieu marin. Et savoir aussi qu'on estime qu'il y a peut-être 1 600 000 espèces à découvrir, marines à découvrir encore. Alors pour ceux qui se passionnent pour la faune abyssale, là il y a un livre qu'on peut recommander de Claire Renouvian, Abyss, qui avec de très belles photos, mais surtout des très bons commentaires qui montrent un petit peu les différents comportements des animaux photographiés. Et d'ailleurs, une partie de ce que j'ai montré là provient de ce livre. Voilà, on va vous remercier également pour cette présentation et ces belles photos. Et je vais même vous remercier tous les trois parce que maintenant on va regarder des images exceptionnelles de la mise à l'eau et des abysses en direct sur cet écran. Donc c'est des super images et après on pourra passer à la séance de questions-réponses. Oui, je vais vous laisser lire commenter les images. Donc là, c'est le déploiement du sous-marin. Donc il est initialement stocké sous un hangar sur le navire et ensuite il est déployé par l'arrière par un portique. Donc bon, là, on se rend compte un petit peu de toute la difficulté de la manipulation d'un engin de 18 tonnes avec les mouvements de plateforme du navire. Donc il y a un certain nombre de bouts et de treuils à tension constante qui essayent tant bien que mal de le maintenir dans l'axe. Mais bon, malgré tout, voilà, sur une mer qui est somme toute pas si grosse que ça, pendant la mise à l'eau, c'est un petit peu sportif. Donc après, bon, une fois qu'on est posé, la situation est plus stable. Donc la nécessité d'avoir un plongeur sur le dessus pour décrocher la lifeline et deux plongeurs hyperbares qui se mettent à l'eau sur ce navire-là de l'arrière. Sur les derniers navires, ils partent en Zodiac pour aller décrocher le dernier bout d'axial qui le relie au bateau. Et ensuite commence la checklist sous-marine
jusqu'à ce que le chef de pont donne l'autorisation de plonger. Voilà, donc à ce moment-là, la lifeline est larguée. Et donc là, c'est la prise de plongée. Donc on purge 2 ballasts de 650 litres. Et ensuite, comme je vous le disais, on descend par gravité, sans énergie, jusqu'à 100 mètres du fond, où ensuite les équipements sont remis sous tension pour effectuer un atterrissage en douceur. Ouais, là, on va changer de vidéo et passer sur d'autres images. C'est une diapo ou le film? Oui. Ou alors ça, ce sont les meilleures, une sélection de séquences au large du Mexique, au large des Galapagos aussi, un peu la faune qu'on a vue tout à l'heure. Ici, c'est ce qu'on appelle des alvinellas. Ce sont des vers de Pompéi. Pourquoi? Parce que ils vivent à plus de 40 degrés. Le pied même qui est collé sur les cheminées très chaudes, sur les parois très chaudes, là, ça peut atteindre jusqu'à 80 à 100 degrés. Bon, le verre n'arrive pas jusqu'à cette température-là. Alors, il est équipé sur le dessus un petit peu comme ce sont des bactéries, un petit peu comme la crevette qu'on a vue tout à l'heure, et qui sont censées détoxifier aussi ce milieu qui est très toxique, puisque ce fluide est chargé en sulfure, en cadmium, en mercure, en arsenic, plein d'éléments et de composés toxiques, en tout cas toxiques pour nous. Alors ces fameux fumeurs noirs où l'eau sort jusqu'à 350 degrés, quelquefois plus, très acide et qui contient alors du méthane ou hydrogène sulfuré. D'ailleurs, quand arrive à bord des collections de verre, comme on a vu tout à l'heure, ou de moules, il y a une odeur d'œuf pourri comme celle que vous sentez dans les stations thermales. Voilà encore une colonie de vers de Pompéi. Alors ces vers, on a observé leur comportement. On voit quelquefois, ils ont un panache de plusieurs branchies. Ils sortent de leur tube, puis ils rentrent. On pense que ce sont des comportements sexuels. Voilà les fameux vers géants, les riftia, dont on voit le panache à l'extérieur du tube. Quelques crabes qui, quelquefois, profitent d'un panache à la sortie pour prélever un peu de panache. Il se nourrit des panaches des branchies de verre. Alors bien sûr, ce sont des crabes qui ressemblent à ceux qu'on connaît, mais là, ce sont des familles nouvelles. Ils ont des caractéristiques différentes qui en font des familles nouvelles. Et puis, ce sont des animaux qu'on dit endémiques, c'est-à-dire qu'on ne connaît que dans ces systèmes-là, quoi. On ne les trouvera pas ailleurs, dans la plaine abyssale ou sur les littorales. Ils sont spécifiques de ces milieux hydrothermaux. Voilà un prélèvement d'une poignée de ces vers qui seront expérimentés par la suite. Alors, c'est vrai que lorsqu'on a des gros plans sur ces animaux, on a des images magnifiques. Ces petits ronds que vous voyez, ce sont des gastéropodes, des chapeaux chinois, des patelles, pour ceux qui connaissent le littoral, qui font 1 centimètre de long et qui peuvent recouvrir entièrement de certains tubes. Un autre fumeur noir, oui, on est toujours dans le Pacifique, on est toujours à 2500 mètres de profondeur. Alors, il y a quelquefois un débit considérable. Ce sont des manifestations qui peuvent durer des dizaines, voire des centaines d'années. Et puis, à la faveur ou des faveurs d'un tremblement de terre, d'un mouvement tectonique, toute la tuyauterie peut être bouchée. Et à ce moment-là, il n'y aura plus émission de ces fluides hydrothermaux. Et là, peu à peu,
toute une communauté peut péricliter et jusqu'à mourir, pour ensuite renaître ailleurs à la faveur d'une autre sortie de fluides hydrothermaux, comme on a pu l'observer depuis qu'on va étudier ces sites, c'est-à-dire depuis 1984 dans le Pacifique, et un peu plus tard pour les sites de l'Atlantique. Des poissons en forme d'anguille, bon, mais ça aussi c'est une famille différente de celle qu'on connaît. Ah ben lui, là, ça y est, il a pris un morceau un gros morceau même. Hein. Ah, il y en a qui ne s'embêtent pas. Hein. Ça, ce sont des flocons de bactéries. Hein. C'est ça. Il faut qu'il y ait une production bactérienne considérable pour qu'on voit ça aussi. Merci Franck. Donc encore bravo et merci à vous trois pour nous avoir emmenés ce soir dans les abysses. Merci pour ces très belles images et vos commentaires très pointus. Je vais maintenant demander dans le public si vous avez des questions. Je vois que les bras se lèvent, c'est très bien. Donc. Bonsoir. Je crois que vous avez dit qu'il fallait 1h30 pour que le Nautile remonte lorsqu'il est... À combien de temps il faut pour qu'il descende? C'est fonction de l'immersion. Donc sa vitesse de descente, c'est 50 mètres minutes. Donc en gros, ça va faire du 3 km/h. Donc pour une plongée 6000, il faut 2 heures de descente. Et on a à peu près la même vitesse de montée que de descente. Parce qu'après, vous avez que 5 heures d'autonomie, c'est ça? Oui. Donc ça fait partie du... Non, justement, non. on n'utilise pas d'énergie pour monter et descendre. Donc l'autonomie reste complète en bas avec nos batteries. Donc c'est l'intérêt de ne pas utiliser d'énergie pour pas que l'autonomie sur le fond dépende de l'immersion. Donc peu importe s'il nous faut 2 heures pour descendre, au fond, on aura toujours nos 5 heures, nos 6 heures d'autonomie. Par contre, c'est quand même plus éprouvant puisque sur une plongée profonde, bon, ça va faire une dizaine d'heures à l'intérieur, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Oui, bonsoir. Vous parlez d'un milieu très hostile avec des métaux lourds, de l'acide, ainsi de suite, et on voit d'immenses volutes. Est-ce que ça reste quand même dans le fond ou ça vient polluer la surface? C'est une bonne question. En fait, c'est d'un point de vue anthropocentrique qu'on appelle ça hostile, puisque les micro-organismes qui y vivent, ils y sont très bien. Si vous leur changez leurs conditions, ils sont très malheureux. La plupart ne supportent pas l'oxygène et les basses températures. Et c'est vrai que ces micro-organismes, de par leur métabolisme, transforment en fait l'hydrogène sulfuré, le méthane, des choses comme ça. Ils en consomment énormément. Et donc, de fait, ils rendent l'environnement moins toxique. Et c'est pour ça qu'il y a cette vie exubérante qui arrive à se développer en se nourrissant de ces micro-organismes derrière. Donc, les panaches, le panache, c'est-à-dire un petit peu la zone de pollution, on pourrait dire, hein, si on veut parler comme ça. Donc, le panache hydrothermal, on le trouve quand même, il peut s'étendre sur plusieurs centaines de mètres à 300-400 mètres de hauteur par rapport à la cheminée. Maintenant, sur des cheminées à 3500 mètres de fond, on n'a aucune trace de panache en surface. Et d'ailleurs, c'est tout un jeu très complexe de repérer des sites hydrothermaux quand on ne connaît pas du tout la zone, puisque justement, on va repérer les sites hydrothermaux grâce aux anomalies dans l'eau de mer en profondeur, avec des systèmes de prélèvement d'eau qui sont au bout d'un bout, enfin d'un filin. Et on prélève de l'eau à différentes profondeurs jusque pratiquement 50 mètres de fond pour essayer de repérer des zones d'anomalie où on a un peu plus de méthane ou un petit peu plus de particules. Et c'est là qu'on a des indices de trouver un panache. Mais en fait, le panache reste très localisé autour des sources hydrothermales. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Je vais en poser une pour faire le chemin. Parce que je me demandais, est-ce que tous les trois, vous êtes descendus, vous avez été formés pour descendre dans le Nautile? Vous, j'imagine que oui, parce que vous êtes le pilote. Mais est-ce qu'il y a une formation préliminaire? Non, mais il n'y a pas de... Enfin, d'un point de vue médical, il n'y a pas de
contraintes particulières, puisque, bon, si ce n'est bien évidemment de ne pas être claustrophobe ou d'être mal dans un espace confiné, mais au-delà de ça, le panneau est fermé sur le pont du bateau, donc à la pression atmosphérique. Ensuite, à l'intérieur, donc le gaz carbonique rejeté est fixé chimiquement par un système de chaud-soudé. On injecte de l'oxygène pur et on maintient en fait un équilibre des gaz à l'intérieur à la pression atmosphérique. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de contraintes physiques liées au confinement, quoi. Oui, bonsoir. En tout cas, merci beaucoup. C'était fascinant de vous écouter, de regarder ces images, en effet. Et puis, moi, à vous écouter, il y a deux choses que je retiens, que j'aurais envie de retenir. C'est, vous parlez beaucoup de la présence des bactéries. Donc, en effet, il y a des espèces qui disparaissent et puis elles réapparaissent à d'autres moments. On peut supposer que c'est des mutations de bactéries. Ces bactéries hyper présentes, vous en parlez beaucoup. Et voilà, je me disais, mais tiens, mais elles sont là dans les profondeurs abyssales, mais elles sont aussi partout. Et voilà, c'est en même temps leur présence dans ce qu'on peut produire au niveau de la pollution, au niveau de la présence de ces bactéries qui se transforment. Voilà, ça peut être j'y pensais par rapport à un ami médecin qui me disait, mais le principal risque, c'est pas tellement la pollution ou les risques dont on parle, ou de réchauffement, mais en effet, le risque est plus bactériologique. Alors, je ne pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Et puis après, à vous écouter ou à faire des recherches et des trouvailles comme ça, très spécialisées, puis très spectaculaires. On ne sait pas trop à quoi les relier, on peut dire. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous dites, mais je sais que je ne sais pas, il y a tout à découvrir. Hein. Et, dans quelque chose où, en effet, je parlais tout à l'heure de ce qu'on parle des risques au niveau climatique ou de ce qu'on produit et des risques de ce qu'on produit. Mais en fin de compte, on s'aperçoit que ce soit dans les profondeurs ou dans le ciel, on ne sait pas trop. Je sais que je ne sais pas, quoi. Hein. Oui, on ne peut pas en dire grand-chose de plus. C'est tout l'enjeu de l'exploration sous-marine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Marianne, vous allez pouvoir confirmer, c'est qu'en fait, c'est le début, quoi. Là, on a fait un tout petit chemin. On a fait qu'un tout petit chemin, c'est ce que disait Michel tout à l'heure. Ça fait pas très longtemps qu'on commence à explorer les fonds marins, toutes profondeurs confondues. Et effectivement, il reste énormément de choses à faire. J'avais des collègues cartographes qui me disaient que la cartographie de la surface de la Lune est bien mieux faite que celle des profondeurs sous-marines de la Terre, parce que finalement, on a très peu travaillé dans les fonds marins et les relevés de cartes prennent un temps fou. Et il faut des temps de bateau. Et si on veut aller avec le sous-marin pour avoir la qualité de carte qu'on avait là, ça demanderait des années de travail non-stop. Après, les bactéries, c'est vrai, c'est à la fois nos meilleurs amis, puisque nous sommes nous-mêmes, entre guillemets, un gros sac à bactéries. Sans elles, on ne serait rien. On en a partout, hein, sur la peau, dans le système digestif, partout. Et en même temps, ça pourrait devenir nos pires ennemis, surtout si on continue à utiliser les antibiotiques à tort et à travers. Et c'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'était pas le but de l'exposer, mais c'est vrai qu'un des thèmes sur lesquels on travaille actuellement avec un jeune chercheur au laboratoire, c'est de comprendre les symbioses et comment une bactérie qui a pratiquement toutes les caractéristiques, certains de nos pires ennemis, les vibrios, sont ici les meilleurs amis des crevettes. Et qu'est-ce qui fait qu'une bactérie, un jour, peut passer du mode ami au mode ennemi, puisque certaines bactéries sont en train de tuer les huîtres d'élevage, et à côté de ça, elles nourrissent les faunes marines. C'est des espèces finalement très très proches. Et du coup, on travaille beaucoup sur tout ce qui est reconnaissance entre ces bactéries et leurs hôtes. Et on espère que dans ces environnements profonds qui ne sont pas encore trop impactés par l'homme, où normalement on n'a pas encore trop de déversement d'eau côtière avec des antibiotiques, des pesticides et j'en passe, on espère que peut-être on trouvera des nouvelles molécules de communication entre les micro-organismes et les eucaryotes, donc des animaux, qui pourraient peut-être servir demain comme système de lutte contre des bactéries ennemies et de contrôle en tout cas, alors soit à usage vétérinaire, soit peut-être à usage thérapeutique humain, effectivement, puisque au jour d'aujourd'hui, on commence à avoir des soucis avec nos antibiotiques qui deviennent un petit peu limités.
Vous avez, bravo d'abord pour tout cet exposé, rendre simple quelque chose d'aussi complexe, c'est pas facile. Vous avez dit qu'il y avait une grande variété d'espèces et qu'il n'y avait pas forcément de similarité entre les différents bassins océaniques, malgré le fait que les courants donc, sont une sorte de tapis roulant entre tous les océans, donc normalement ils devraient communiquer. Est-ce que quand même dans les différents sites qu'on a explorés, dans les différents grands océans, est-ce qu'on retrouve des écosystèmes similaires? Vous avez cité par exemple les vers géants, les crevettes, des patelles, etc. Est-ce que finalement on retrouve un peu toujours la même structure ou est-ce que ce sont des écosystèmes très différents les uns des autres, comme on peut le voir par exemple sur la Terre, entre la forêt amazonienne et la toundra, il n'y a pas grand-chose en commun, quoi. Alors, si je dois comparer les sources hydrothermales entre elles, parce qu'effectivement, entre une source hydrothermale active et une inactive, déjà, ça n'a rien à voir. Ce serait la différence entre la forêt et la toundra, du coup, ou le désert et une forêt. On retrouve effectivement en périphérie des sites, on a toujours des espèces d'anémones, par exemple, ou des galatées, des petites galatées blanches. On peut avoir des crabes, mais ce ne sont pas les mêmes espèces entre le Pacifique et l'Atlantique. Tu me diras si je dis une bêtise. Après, on va avoir effectivement les familles des patelles, des gastéropodes, mais ce ne sont pas les mêmes entre les différents océans. Après, dans le Pacifique, vous avez vu ces grands vers Riftia qu'on trouve exclusivement dans le Pacifique. Et puis les Alvinella pompeiana qui vivent dans les tubes, là, qui rentrent et qui sortent avec leur panache rouge qui sort. Elles vivent au pôle chaud, c'est-à-dire entre 30 et 40 degrés uniquement dans le Pacifique. Et dans l'Atlantique, on a le même genre de structure en général, sauf que ce ne sont pas des vers, ce sont des crustacés, c'est les crevettes, qui prennent toute la population, toute la colonisation sur le pôle le plus actif. Et puis ça forme ces essaims. Alors je ne vais pas dire essaims, parce qu'il n'y a pas qu'une femelle gravide en même temps, hein, il n'y a pas une reine. Il y a plein de femelles en même temps, mais ça fait cette espèce de truc qui grouille là, et c'est des milliers de crevettes, un petit peu comme on a les Alvinella dans le Pacifique. Et puis on a les moules, on a différentes variétés de moules, l'espèce de moules. Et pareil, Pacifique, Atlantique. Donc on a quand même des choses un peu différentes. Alors l'océan Indien, il est encore moins bien étudié que les autres. On a quelques sites connus, mais très peu. On a la cousine de cette crevette, c'est une Rimicaris aussi, mais qui s'appelle Kéri, qui n'est pas exactement pareille. Et on a une structure de population qui est un petit peu intermédiaire entre le Pacifique et l'Atlantique, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de Riftia ni d'Alvinella. En fait, si on veut comparer les différentes communautés dans le monde entier, je crois qu'il y a 2-3 espèces qui sont communes, je crois, dont un petit copépode, rien du tout. Et les moules, je ne suis pas sûr que... Non, ce n'est pas les mêmes. Donc il y a très peu, et ça s'explique difficilement parce qu'il peut y avoir des... Mais bon, c'est le problème de la biogéographie, c'est-à-dire qu'il y a quand même des barrières biogéographiques, que ce soit par les courants marins ou la température, la profondeur, il peut y avoir plusieurs barrières. Et bon, ben, ça reste à étudier encore et à comprendre. Mais ce qui est remarquable, c'est que dans des conditions vraiment très voisines de composition de fluides, on ne va pas avoir les mêmes animaux. Bonsoir. Avant tout, merci pour cette présentation. Moi, j'aurais 2 questions. La première serait plutôt une constatation, un peu une surprise. Je pensais que dans les milieux où il n'y avait pas de lumière, par exemple sous terre, les animaux cavernicoles sont souvent blancs. Et ce qui me surprend, c'est que les photos que vous avez montrées, il y a beaucoup d'animaux qui sont très colorés. Et je voulais savoir, est-ce que c'était uniquement les animaux, est-ce que c'était parce qu'ils communiquaient via la génération de lumière ou est-ce que c'est une autre raison? Et ma seconde question, c'est par rapport au Nautile. Bon, je pense que la réponse sera oui. Au niveau des commandes, au niveau des systèmes d'éclairage, est-ce que tous les systèmes sont dupliqués, sont totalement indépendants? C'est-à-dire que si vous avez une panne totale de lumière, est-ce qu'il y a un système totalement indépendant qui est dupliqué une fois, 2 fois? Pareil au niveau des commandes, est-ce que vous êtes totalement autonome au niveau des commandes? Voilà. La couleur, tout n'est pas clair. C'est-à-dire que y a une partie qui est due à l'activité bactérienne, mais dont pourra parler Marianne peut-être.
Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que ce qu'on a vu, je ne sais plus à quels animaux vous faisiez allusion, mais je sais que dans l'abyssal, on va trouver à 5000 mètres de profondeur, par exemple, des animaux qui sont souvent blancs. Ils sont souvent dépigmentés. Mais il y a aussi des crevettes, par exemple, des sortes de gambas de 20 cm, 25 cm de long. Celles-là, elles ne passent pas inaperçues et qui sont rouge-orangées. Bon, il y a quelques animaux, mais rares quand même, qui sont colorés. Ceux-là, on peut les soupçonner fortement de se nourrir de ce qui tombe, pas du ciel, mais de la surface. Et qui, parce que pourquoi qu'est-ce qui fait cette couleur? Ce sont les caroténoïdes. Voilà. Et les caroténoïdes sont des éléments qui ne peuvent pas être synthétisés par les animaux. Ni nous, ni personne, sauf certaines bactéries. Donc, ou les plantes. Donc, c'est ce qui tombe de la surface qui peut donc nourrir ces animaux. Et là, on va retrouver chez certaines espèces cette synthèse, enfin pas cette synthèse, cette transformation des carotènes. Il y a bien quelques couleurs dans les crevettes hydrothermales. Certaines sont rouges aussi. Elles ont une nourriture. Il faut dire que sur le système hydrothermal, on a aussi des animaux qui viennent de l'abyssal, quoi, qui sont là. Ce sont des animaux opportunistes, c'est-à-dire qui viennent là pour se nourrir un petit peu, mais qui ne font pas partie de l'écosystème. Alors c'est vrai qu'après, ce sont les bactéries qui sont à l'origine de certaines couleurs selon un processus qu'on ne connaît pas bien. Non, c'est censé, voilà, ça fait partie des choses qu'on est en train d'étudier, les lipides synthétisés par les bactéries, parce que, voilà, comme dit Michel, pendant très très longtemps, on a pensé que tout ce qui était orange ou rouge au fond, ça venait des caroténoïdes, donc des plantes. Et à tel point que beaucoup pensaient que les crevettes, au moment de se reproduire, remontaient vers la surface, ou que les œufs remontaient vers la surface. C'est pour ça que les jeunes étaient rouges, enfin orange fluo, rose fluo. En fait, on se rend compte que les femelles, les gonades, quand elles sont matures, elles sont rouges, alors que les femelles ne remontent pas. Et manifestement, ce sont les micro-organismes qui sont capables de synthétiser des lipides qui sont vraiment rouges-orangés. Bon, il y a aussi les branchies, les panaches branchiaux qui sont souvent rouges parce qu'il y a le système vasculaire et des pigmentations dans le sang. Et puis, on a des crinoïdes aussi, des fois, qui sont bleu-vert. Voilà, donc effectivement, il y a pas mal de couleurs. La plupart sont assez blancs. Tous les bivalves ou presque sont blancs, sauf les moules qui prennent la couleur des roches autour d'elles, parce que ça sont les minéraux qui se déposent dans la synthèse de la coquille, comme les moules chez nous, enfin en côtier. Et puis il y a les panaches branchiaux et puis quelques crevettes qui sont colorées. Et pour le nautile, je laisse le chef. Oui, donc pour le nautile, en fait, il y a plusieurs notions de sécurité. Donc là, vous abordiez le problème de l'éclairage. En fait, bon, on a une redondance, bien sûr, sur pas mal d'équipements qui peuvent nous permettre de poursuivre une plongée. Ensuite, dans un environnement comme ça, la priorité, en cas de souci, ce n'est pas de poursuivre la plongée, mais de remonter. Donc, on va avoir de la redondance sur des équipements nominaux. Donc, on va pouvoir, on va avoir une redondance, par exemple, sur le contrôle-commande de la propulsion, sur le contrôle-commande de l'éclairage. Maintenant, en amont, la source d'énergie reste unique. Parce que, bon, sinon, par rapport à la taille du sous-marin, la batterie, enfin la source d'énergie, prend quasiment, pour avoir 5 heures d'autonomie au fond, en encombrement mécanique, on est déjà sur quasiment toute la longueur. L'ensemble du bac batterie prend quasiment toute la longueur du sous-marin et pèse 2 tonnes. Donc de toute façon, on ne pourrait pas dupliquer la source d'énergie principale. Par contre, donc, la notion principale, c'est remonter et avoir des systèmes qui sont indépendants des sources d'énergie pour remonter en surface. Ça, c'est la réelle redondance et la réelle sécurité. Donc là, effectivement, pour ces problèmes-là, donc il existe en gros 2 types de problèmes. C'est un alourdissement anormal du sous-marin qui nous colle au fond, ou se coincer quelque part, sous une voûte, dans un amas de tôle. Voilà. Donc, bon, le problème de coincement, j'y reviendrai après, ça reste quand même le problème le pire. L'alourdissement, on a une série de boulons explosifs qui nous permet de séparer différents équipements du sous-marin pour provoquer un allègement. Dans l'hypothèse où l'allègement nominal que l'on fait au moment où on décide de remonter, donc en fin de plongée,
on dispose de 600 kg de grenaille qu'on largue et qui nous donne notre poussée verticale pour remonter sans énergie. Donc l'alourdissement anormal, c'est qu'une fois ces 600 kg largués, le sous-marin ne remonte pas. Et donc à ce moment-là, on a des systèmes de mise à feu par une batterie qui est interne à la sphère, donc qui ne dépend pas, où il ne peut pas y avoir de risque de voie d'eau ou d'explosion extérieure. Donc c'est une batterie que l'on a avec nous à l'intérieur qui nous permet de mettre à feu des boulons et se séparer des batteries, donc ce qui provoquera un allègement d'une tonne, de se séparer du panier de prélèvement, des bras manipulateurs, de sphères à mercure. Donc on peut comme ça successivement larguer un certain nombre d'équipements jusqu'à essayer, malgré un envahissement d'eau par exemple dans un équipement extérieur, obtenir assez de poussée verticale pour remonter. Ensuite, le cas le pire, c'est se coincer quelque part. Donc ça veut dire que quel que soit l'allègement qu'on va provoquer, le sous-marin restera coincé sur le fond. Et donc là, c'est que ça se présente mal déjà là. Et il va rester plus qu'une solution, c'est espérer que le bateau puisse nous crocheter depuis la surface. Donc c'est une manip que l'on a simulée, qu'on a réalisée plusieurs fois à 5000 mètres et qu'on a réussi à chaque fois, qu'on a simulé sur une cible. C'est-à-dire que sur le dessus du Nautile, on largue un flotteur à 40 mètres au-dessus du sous-marin, relié par un câble Kevlar jusqu'à la sphère. Donc il y a cette ligne de sauvetage qui reste verticale, qui est tenue droite par un flotteur et un genre d'encre renversée. Donc ensuite, lorsque ce système se largue également par un boulon explosif avec la batterie intérieure, et ensuite le bateau, lui, sur la position présumée, parce que en général, même si on est coincé, on va pouvoir continuer à communiquer et même positionner le sous-marin, le bateau va descendre une ligne grand fond qui va être munie à l'extrémité de 5 ou 6 grappins. Donc il va descendre la ligne et ils vont faire des cercles concentriques autour de la position présumée jusqu'à ce qu'un des grappins vienne crocheter la ligne de 40 mètres que l'on a larguée au-dessus. Alors ça marche très bien, ça paraît, c'est vrai que quand on prend la dimension des choses, ça paraît démesuré parce que si on est coincé à 5000 mètres, ça représente, le bateau va mettre à l'eau une ligne peut-être de 6 ou 7000 mètres pour arriver à crocheter. Mais ça marche bien parce que les positionnements sont très performants. Donc aujourd'hui, on positionne un engin à moins de 30 cm sur le fond par un positionnement acoustique. Donc sur le bateau, on sait à tout moment où se trouve le sous-marin. Et donc de ce fait, ces cercles concentriques qui vont être effectués par le bateau sont quand même précis. Et on l'a simulé 4 fois par des cibles au fond où on largue un bout. On simule une cible avec 40 mètres de Kevlar et un flotteur. Et on a à chaque fois accroché la cible. Donc pour l'instant, on n'a jamais eu, on n'a pas eu besoin de le faire. Les risques, il y a des coefficients de sécurité sur énormément d'équipements qui limitent de toute façon les risques de voie d'eau. Le risque de voie d'eau dans la sphère, il est quasiment nul. Le principal risque, en fait, c'est l'erreur de pilotage, c'est-à-dire aller se coincer quelque part. Puisque l'environnement est quand même assez hostile, perturbé, chaotique, et on peut rentrer dans une caverne géante sans s'en rendre compte, malgré le sonar, avec l'éclairage qu'on a, il y a des risques de coincement, et c'est là qu'est le vrai danger, quoi. Je vais commencer par remercier effectivement tous les 3 intervenants pour les magnifiques images qu'ils nous ont montrées. Et je voudrais juste apporter une toute petite pierre pour répondre à la personne qui demandait pourquoi les crevettes étaient blanches ou les crabes, etc. Et d'autres sont beaucoup plus colorés. J'ai eu la chance, il y a une quinzaine d'années, d'avoir à ma disposition quelques échantillons de crevettes, des rimicaris, des albinocaris et un crabe. Et je travaillais à ce moment-là sur les pigments caroténoïdes. C'est-à-dire les pigments caroténoïdes, ce sont les pigments qui donnent la couleur aux crevettes, aux homards ou tout autre crustacé que l'on a l'habitude d'avoir dans nos assiettes. Simplement, vous savez que par exemple, les écrevisses ne sont pas rouges, elles le sont uniquement quand elles sont cuites, puisqu'il y a normalement dans l'animal
une association caroténoïde et protéines qui fait que la couleur est plutôt verdâtre pour les écrevisses. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est de savoir si dans les crevettes de profondeur, il y avait aussi les mêmes pigments. Il y a les mêmes pigments que dans des crevettes de surface, les mêmes pigments que dans des crabes de surface. Simplement, ils sont localisés à certains endroits. Je n'ai pas pu aller très loin puisque j'avais heureusement quelques échantillons, mais très peu. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, on s'était rendu compte et on avait émis l'hypothèse que c'était les bactéries qui synthétisaient ces pigments à la place de la nourriture que ont les crustacés de surface, comme on les connaît, donc tel que je viens de le signaler. Je crois que Michel me reconnaît, Geneviève. Merci beaucoup en tout cas. Mais merci à vous. Ce qui est fantastique, c'est que quand le public répond aussi aux questions, c'est quand même génial. On a mis un timing pour les questions avec des belles images qui sont passées. Donc on va en profiter pour encore remercier nos 3 intervenants de ce soir. On va vous applaudir. Bravo. Merci pour ces belles images. Et avant de vous libérer, je vais vous garder encore un petit peu pour vous dire que vous n'hésitez absolument pas à vous rendre régulièrement sur le site internet de l'Aquarium pour être au courant des dernières actualités. On a un nouveau site qui s'appelle Explorateur d'Océan que je vous invite également à découvrir. Et vous avez également les réseaux sociaux pour suivre toute l'actu de l'Aquarium. Et on vous donne rendez-vous très bientôt en espérant que cette soirée vous a plu et que vous avez aimé voyager avec nous dans les abysses de l'Atlantique. Merci à vous 3 encore et bon retour à tous.